L'objectif aujourd'hui que Daniel m'a fixé, c'est de pouvoir. Alors, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, ça a l'air d'être bon. Que m'a fixé Daniel aujourd'hui, c'est de pouvoir vous expliquer en quelques minutes un peu ce qui se passe dans cette boîte noire qui est l'intelligence artificielle et vous montrer que en fait, c'est quelques lignes de programmation, quelques raisonnements et effectivement, comme le disait très bien du coup Luc avant nous dans l'intervention, que ça reste des choses que l'on maîtrise. Donc vraiment, mon objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir vous montrer en, en quelques exemples ce qu'on attend derrière, ce qui se passe concrètement avec des cas concrets. J'étais obligé de commencer évidemment par les débuts de l'intelligence artificielle avec en 1997 Deep Blue qui bat Kasparov aux échecs. On a un environnement qu'on connaît, on a une puissance de calcul où en fait on va être capable de prévoir plusieurs coups à l'avance et donc de pouvoir anticiper les meilleurs coups aux échecs. Et donc en 97, aux prémices des débuts de l'intelligence artificielle et de l'informatique, on a été capable donc de venir de manière logique, en venant imaginer les possibilités, imaginer les futurs coups, venir déterminer quelle va être la meilleure possibilité. 20 ans plus tard, Google s'est attaqué au jeu de Go. Il faut comprendre que ça n'a rien à voir. On parle il y a 14 suivi de 767 zéros combinaisons. Donc là, en fait, on n'arrive plus à imaginer ce qui peut se passer dans la suite, à imaginer ce qui va arriver. On n'a plus la puissance de calcul. Et donc, en fait, on est obligé d'imaginer, de, euh, de prévoir, mais un peu comme on le fait nous, c'est-à-dire aux sensations, au feeling. Donc, ces deux différences sont assez majeures. C'est-à-dire, il y a vraiment les algorithmes déterministes qui, eux, vont calculer ce qui va se passer au fur et à mesure et une notion d'apprentissage. Donc, ce passage en 2016 avec Google sur le jeu de Go est un bon exemple de ce que vous allez voir et ce qu'on a découvert aujourd'hui. C'est ce qui est lié aussi aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît avec l'IA générative, ChatGPT et autres. Vous allez pouvoir en fait comprendre qu'on a eu besoin d'aller plus loin et donc d'imaginer et de laisser à l'ordinateur cette puissance de calcul et cette puissance d'imagination. Pour faire très simple, déjà, une des IA qu'on peut connaître, c'est l'IA déterministe. Donc là, je vais vous donner un exemple très simple, c'est votre frigo. Vous allez me dire, c'est très surprenant d'avoir de l'IA dans un frigo, mais en fait, c'est juste un système bête et méchant qui dit, je dois être réglé à une température, c'est son objectif. Il a une action, c'est de refroidir le frigo. Donc, quand il est effectivement au-dessus de cette température, il va actionner le frigo pour pouvoir réduire la température. Il regarde le résultat. Grâce à une mesure, il est capable de vérifier s'il y est ou il n'y est pas. On est sur quelque chose de tout simple et pour autant, il y en a partout autour de vous. Les moteurs de recherche, par exemple, quand vous faites une recherche, vous allez avoir le même résultat. Ça, c'est toute la partie déterministe. On a aussi l'IA du coup générative. On en parle beaucoup. Il en existe plein. Donc les chatbots que vous avez dû voir en ce moment pulluler de partout, on en a sur toutes nos banques, nos assurances qui nous permettent d'échanger et de répondre. Les IA génératives d'images, on parlait de chat tout à l'heure, et ben là c'est vous qui allez pouvoir à l'aide d'un prompt imaginer ce que vous avez envie de construire. Et ChatGPT qui est bien connu, on peut aussi échanger avec lui. Cette fois-ci, il faut comprendre que ça a appris du coup de beaucoup de données. Et en fait, c'est très proche de quelqu'un qui pourrait finir vos phrases. C'est-à-dire, vous commencez à écrire quelque chose, et donc là, en fait, il s'auto-complète. C'est-à-dire, il va commencer à écrire un bout de phrase, et ensuite, il va essayer de réfléchir à quel est le mot ou quelle est la fin de la phrase qui est habituellement la plus vue, la plus recommandée. Je reprends cet exemple que j'ai trouvé qui est, voilà, il est en train d'écrire la recette de Noël. Donc, il est en train de faire, voici une idée de recette de cuisine euh, pour un repas de Noël. Et à partir de là, le Noël, lui, dans tout ce qu'il a déjà lu, ce qu'il a déjà vu, il se dit, bah, c'est marrant, à Noël, j'ai souvent vu des dindes, j'ai souvent vu du marron. Et bah donc, il est en train de se dire, on va essayer de faire une recette avec ces deux ingrédients-là, et il va aller chercher le reste de la recette basé sur ces liens. C'est-à-dire, c'est vraiment comme si quelqu'un commençait à dire, bah, comme commençait à parler d'un repas de Noël, hop, celui d'après dit, bah, moi j'ai l'habitude de manger une dinde, l'autre des marrons, et ainsi de suite. Pour les images, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on lui demande un chat, il a l'habitude d'avoir deux oreilles, deux yeux, un museau.
Et donc, il va construire l'image au fur et à mesure de ce qu'il connaît. Luc, juste avant nous, le disait très bien, ils sont entraînés sur des domaines particuliers. C'est là où il faut faire attention. Ils ne sont pas capables de répondre à tout. Et ils ne sont pas capables de répondre correctement à tout. C'est ce que j'ai bien écrit en bas. Les EA, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, les EA hallucinent. C'est-à-dire que comme elles sont en train d'imaginer la suite de votre phrase, elles ne sont pas 100% sûres de ce qu'elles écrivent. Elles sont juste en train de se dire que dans la majorité des cas, après ces quelques mots ou après ce début de phrase, on a l'habitude de mettre cette personne. Donc, je reprends l'exemple de la musique et de Victor Hugo. On a l'habitude de mettre ce mot, ce bout de code, cette tête. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure de l'apprentissage, elle a vu énormément de données, mais elle aura toujours besoin d'une supervision, de quelqu'un qui soit capable de le dire si effectivement c'est vrai ou faux, parce qu'elle se base sur elle, ce qu'elle a eu l'habitude de voir, mais c'est peut-être pas obligatoirement le cas d'école, ou en tout cas le cas dans lequel on est actuellement. Et la dernière dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le deep learning, le learning de manière générale. Pareil, c'est très simple, c'est très simple. On a quand même un cerveau qui est très compliqué, mais on a essayé de reproduire ce qu'on a l'habitude de faire, nous, au quotidien, avec notre cerveau. Donc, quand vous rentrez dans une pièce, vous avez des capteurs, vos yeux, qui vont analyser la pièce. Et si en fait l'action, c'est d'appuyer sur l'interrupteur, votre cerveau va être capable de surveiller et de trouver, par exemple, l'interrupteur et de venir appuyer dessus. On peut même aller plus loin. Si l'action, c'est d'allumer la lumière, ça va se faire en 2 étapes. Ça va être de comprendre que l'interrupteur allume la lumière et donc d'aller appuyer sur l'interrupteur. En informatique, c'est presque aussi simple. On a plein de capteurs, plein de données de ce qui se passe, de ce que vous tapez, de ce qui a été cliqué. Et en fait, on a globalement un cerveau, sans rentrer dans les détails, c'est plutôt des maths, c'est des calculs scientifiques, qui va mettre des poids sur ce qui se passe. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple de la pièce, si on lui demande d'allumer la lumière, il se dit qu'il y a une très forte probabilité qu'il faille chercher un interrupteur et que c'est l'interrupteur qui lui allume la lumière, plutôt que la table, la chaise ou autre. Et donc, en fait, il va faire ces liens dans son cerveau, comme on le fait nous quotidiennement, de dire bah, l'interrupteur est la personne et le bouton qu'il me faut pour réussir à mon action. Le réseau de neurones et le deep learning, c'est aussi un apprentissage. Un exemple qui est assez parlant, c'est un chiot, un chien, un chiot, ou voire même un enfant. Vous allez grandir dans un environnement et vous allez apprendre de vos actions, de vos erreurs. Chaque action va avoir une conséquence. Et on a tout un système, donc pour faire apprendre une IA, on a tout un système de récompense. Aussi bien qu'un enfant qui peut avoir des bons points, un cadeau, un chien qui peut avoir quand il apprend une croquette, ben c'est exactement la même chose. Et en fait, chaque agent, donc chaque intelligence artificielle va avoir ses particularités, puisqu'il va être entraîné à un but. Comme chaque chien qui peut avoir un comportement différent en fonction des maîtres, ils vont avoir un comportement différent en fonction des données, des choses qu'ils auront vues et de l'entraînement qu'il va pouvoir avoir. À droite, c'est aussi un exemple, c'est l'essai et l'erreur. Donc, il est capable au début de se tromper et au fur et à mesure, une fois qu'il a réussi à aller plus loin, à passer ce mur, et ben il va avoir une récompense. Il faut vraiment le voir comme une récompense ou une punition. Alors, informatiquement, c'est que des chiffres, mais c'est très proche de ce qu'on a l'habitude de voir avec une croquette ou une engueulade. Voilà, je crois que j'ai eu que quelques minutes. Si vous avez quelques questions, avec plaisir pour pouvoir y répondre dans le chat ou en l'ouvrant. Et sinon, je continuerai pour vous présenter une des applications de l'intelligence artificielle pour les 10. Eh bien, écoutez, j'enchaîne. Je viens vous présenter une Glaster. Glaster, c'est la première intelligence artificielle du coup au service des enfants dyslexiques. Vous allez pouvoir faire le rapprochement avec ce que je viens de vous présenter, ce qu'on vous a présenté jusque-là. Avant, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'Antoine. Antoine, il est dyslexique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'imagine que vous êtes bien au courant si vous êtes ici, la dyslexie est un trouble neurologique qui altère
la lecture et l'apprentissage. Alors Antoine, il n'est pas tout seul dans sa classe. Il y a aussi Kylian. Kylian, il est dyslexique et dysorthographique. Lui, il joue le rôle du perturbateur au fond de la classe pour essayer de cacher sa dyslexie. Et on a aussi Maëlys. Maëlys, elle est dyspraxique et dyslexique. Elle ne fait pas de vagues. Elle, les vagues, elle les voit. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup. 3 enfants dans la même classe qui souffrent de troubles 10. Et pour autant, c'est aujourd'hui le quotidien qu'on retrouve directement dans les classes. Ils sont presque d'1 million du CP à la terminale. Et il faut comprendre aussi dans quel environnement ils sont. C'est presque 2 heures par jour dans les devoirs, avec de grandes difficultés dans la lecture, dans la compréhension, dans l'écriture, souvent entouré de crises familiales, parce qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas qui ne comprend pas que je ne comprends pas. Et le risque, c'est surtout le décrochage scolaire. Le Antoine dont je vous parlais, aujourd'hui, il a grandi. Et c'était ce que je venais vous partager, c'était mon histoire. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de continuer dans les études. Je me suis spécialisé en ingénierie informatique et du coup plus spécialement en intelligence artificielle. Et on a co-créé du coup Glaster. Glaster, comment ça marche? Tout simplement, vous allez pouvoir prendre en photo n'importe quel document ou venir déposer la ressource numérique. Je fais un petit clin d'œil à Daniel de pouvoir avoir justement les versions PDF des outils, de pouvoir les déposer sur la plateforme. Et ensuite, vous allez les retrouver transformés, adaptés aux besoins de chacun. Alors, comment est-ce que ça marche? En quelques minutes ou à l'aide du personnel de santé, orthophoniste, ergothérapeute, on va être capable de définir un profil cognitif, le profil cognitif de l'enfant, et de venir y adapter une première correction individuelle et personnalisée. Qu'est-ce qu'on entend par correction? C'est changement de police, de taille de police, d'espacement entre les lignes, entre les lettres. Et on va aller des niveaux grâce à l'intelligence artificielle qui est capable de venir s'adapter aux besoins de chacun et de travailler sur énormément de données, de venir aller à des niveaux bien plus fins, comme des couleurs sur certains phonèmes ou sur certains graphèmes qui peuvent poser des difficultés, voire même quelques pixels entre certaines lettres, si c'est exactement le M et le N qui posent problème à votre enfant ou qui vous pose problème. Par-dessus, on a rajouté une petite couche de ludification, gamification, pour pouvoir faciliter la prise en main de l'outil, se remettre au devoir et tout simplement éviter le décrochage scolaire. Évidemment, on est accompagné par des neuropsychologues. On a lancé une thèse justement à ce sujet pour pouvoir venir superviser, aider cette intelligence artificielle à aller dans les bonnes directions, comprendre ce qui se passe et comprendre quels sont justement les points clés qui vont pouvoir débloquer et en tout cas s'adapter au mieux aux besoins de chaque enfant. Alors vous allez me dire, c'est bien, Blaster, effectivement, là je vous ai parlé des enfants, mais qu'en est-il pour les adultes? Quand on est dyslexique, on reste dyslexique, je le suis toujours aujourd'hui. Et donc, on est en train de finaliser une version justement pour les plus grands, pour les lycées, pour les adultes, euh, où on va pouvoir très simplement, en fait, on a toujours autant de personnes dans tout type d'établissements, donc les organismes de formation, dans les entreprises, rendant du coup la lecture, les mails, les documentations techniques, les contrats de travail, toujours plus difficiles. Et donc, en fait, on a un système, on est capable, donc là, par exemple, Marie, qui a envie de partager un document à tous ses collaborateurs. Et pour autant, on a deux dyslexiques, Antoine et Eric, qui ont deux besoins particuliers. Donc déjà, le document de base, ça peut être un lourd document. On a 40 pages à lire de documentation technique pour demain. On a déjà eu la journée difficile et on a besoin d'avoir une version adaptée. Et donc, on est capable de venir s'intégrer dans les écoles, dans les entreprises, en faisant un aller-retour sur la plateforme et en pouvant retrouver du coup ce document adapté aux besoins de chacun, distribué au sein soit des écoles, soit des entreprises euh, dans le quotidien. Donc là, ça se rapproche plus de ce que vous avez l'habitude de voir, donc plutôt un lecteur PDF avec une version accessible où on va avoir une extraction du texte et on vient apposer une correction particulière sur tous ces besoins spécifiques. On a remarqué que ce n'était pas uniquement aussi, on parle beaucoup des dyslexiques, mais pas que. On a, à travers des expérimentations, vu qu'en fait, il y avait plus de personnes à besoins particuliers. Ça peut être aussi les malvoyants, ou les Français de langue étrangère, ou tout simplement, en fin de journée, on est fatigué et il reste encore 40 pages d'un appel à projet ou d'un livre ou d'un document à lire. Et dans ce cas-là, on est content d'avoir une version un peu plus adaptée à nos besoins. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je rends la parole à Daniel.
Ok, merci beaucoup. Merci Antoine. Euh, une, une question qui a été posée pendant ton intervention. Bonsoir, comment s'écrit Glaster, l'IA pour 10? Ah bah voilà, je crois que vous l'avez devant vous, GL2A STER. Tout à fait. Mais peut-être qu'il y avait un deuxième degré. Pourquoi alors attends, Marielle. Euh, voilà. Ça veut dire quoi? C'est une question que j'ai jamais eu l'occasion de te poser dans nos échanges. Ah, bah, c'est une très bonne question. En fait, c'est les enfants qui l'ont choisi. On a mis une vingtaine d'enfants. Justement, on a échangé avec eux dans une salle et on leur a dit, bah, vous avez carte blanche pour pouvoir nommer cet outil. Et ils ont voulu sortir aussi de l'habitude qu'on a souvent des outils pour 10 où en fait il y a un jeu de mots avec 10 dedans. Ils voulaient avoir Ouais, quelque chose qui soit le leur, qui ressemble, qui veuille peut-être rien dire, mais qui en tout cas ne mettent pas l'étiquette, de coller l'étiquette 10 sur ses enfants et que ça fasse un peu anglais, un peu cool, un peu blaster, un peu. Et voilà, c'est eux d'accord. qui l'ont trouvé, c'est eux qui nous l'ont donné et du coup on est parti là-dessus. Et ça, jamais ChatGPT aurait trouvé ça. Alors on n'a Bon, pas peut-être. essayé notre. Ah, ben, c'est assez décevant ce genre de choses. Comment le logiciel apprend la bonne adaptation pour chaque enfant? Demande Aurore. Eh ben, je vais essayer de donner un exemple simple. Alors, évidemment, en fait, on a énormément de données et donc on va à des niveaux bien plus fins. Mais un exemple pour vous, Aurore, qui est assez simple à comprendre, un peu comme si vous étiez derrière l'enfant. À chaque page qui va être lue, on va venir en fait récolter de l'information. Un des exemples parmi beaucoup, ça peut être le temps de lecture. Donc, par exemple, en combien de temps il va être capable de lire. Alors, on va être à des niveaux bien plus fins que toute la page, mais quand vous tournez la page, on va lancer un chrono au début et à la fin de la page. Et dans cette page, on va venir détecter, on va faire une analyse du texte, graphémique, sémantique et phonétique, pour venir détecter quelles sont les difficultés que peuvent trouver chaque enfant dans ces pages. Et ensuite, au fur et à mesure, on va venir, donc par exemple, je vais prendre un exemple simple qui était le mien. Moi, je confondais beaucoup les P et les B. Comme beaucoup, mais pas comme tous. Et donc, bah, dans un texte en particulier, bah, je peux le lire, par exemple, 30% plus lentement qu'une autre personne. Et ben, si dans ce texte, il y a eu beaucoup de P et de B, et ben, les prochaines fois, on va venir activer ces phonèmes, ces graphèmes. On va voir si effectivement ça a permis de gagner en temps. Dans ce cas-là, on le garde et on continue de creuser. Ou si ce n'était pas ça, dans ce cas-là, on essaye autre chose. C'est l'intérêt du reinforcement learning. Si vous vous souvenez de mon exemple, vous voyez ça comme un petit chiot qui va accompagner, bon, alors peut-être pas un chiot, mais du coup, une personne qui va grandir avec votre enfant côte à côte et qui va apprendre de ses besoins et qui va pouvoir aussi décroître du coup avec ses besoins. Mais l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, il va venir essayer des combinaisons comme si vous, en permanence, vous venez réessayer des petits changements. Donc ça ne va pas être quotidien, mais ça va être au fur et à mesure de venir pouvoir adapter et trouver du coup cette bonne configuration. Euh, Ouais, je vois les questions pour répondre. La plateforme est déjà disponible pour plutôt la fin primaire, début collège. Donc, vous le retrouvez directement sur le site. Et en fait, on annonce la semaine prochaine, on sera à Vivatech et on annonce justement cette version pour adultes et pour PDF qui va voir le jour du coup en fin de mois. Donc, sur le site, vous pouvez aussi, il y a un système de newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire qu'on puisse vous contacter si en tout cas vous êtes intéressé. Sur le Oui, support, pardon, allez-y. excusez-moi, sur quel site du coup? Pardon? Sur quel site du coup on peut trouver le lien pour... Bah, je peux vous l'envoyer, glaster.com. D'accord, merci. www.glaster.com. Merci. Et du coup, disponible, en fait, on a fait le choix de faire une web app, donc disponible absolument tout support. Ça nous permet ça facilite aussi l'intégration dans les différentes écoles, dans les différents supports. Donc, on marche sans souci sur tablette, sur ordinateur. La tablette pour les plus petits, c'est vrai que c'est assez pratique parce que c'est un outil tout en un pour pouvoir prendre les photos. Et l'ordinateur, quand on commence aussi justement à grandir et qu'on a accès à toutes ces ressources numériques entre les PDF, entre Bookinook qui aide aussi là-dessus, et certains établissements qui sont aussi en train d'évoluer justement dans ce sens-là.